sur la thématique de l'écrivain a-t-il un rôle social? Et comme vous voyez, les personnes qui sont là pour y répondre ont une certaine expérience et de la vie et de la littérature, puisque vous avez Boris Akunin, Evgeny Bonimovitch, Andrei Kourkov, Olga Sedakova et Talib Ibrahimov, Talib Ibrahimov, vous devez le connaître un petit peu moins parce qu'on en connaît moins bien la littérature du Kyrgyzstan. Eh bien, Talib Ibrahimov va vous parler aussi. Il va pouvoir vous parler de l'aspect de l'Asie centrale dont nous avons parlé hier à la Bulak et dont on reparlera encore aux films qui seront présentés au cinéma La Clé à partir de ce soir sur l'Asie centrale dans le cadre de ces journées du livre russe et des littératures russophones. Alors profitez-en, il y a des films qu'on ne voit jamais sur l'Asie centrale, sur le rôle social de l'écrivain, sur la société et la littérature d'Asie centrale. Mais maintenant on va parler, je pense, de littérature et de rôle social de l'écrivain en général et dans la zone russophone en particulier. Merci à vous tous. Bon, alors, je ne sais même pas s'il faut appuyer sur le bouton. Maintenant, vous m'entendez? Bon, alors, je voulais dire d'abord, que je suis extrêmement émue d'animer cette table ronde. D'abord parce que j'ai autour de moi vraiment des écrivains de tout premier plan qui occupent tout devant de la scène de la littérature russe et russophone. Et bon, c'est pas une occasion aussi fréquente que ça. Я буду переводить для наших авторов и для тех в зале, кто, может быть, не знает французского, на русский язык. Вот. Значит, прежде всего, Ирина Сангаларски очень рада, что она сегодня, очень рада и взволнована тому, что она сегодня ведет этот круглый стол, поскольку здесь присутствуют писатели, так скажем, самого первого плана, самые главные писатели сегодняшней русской литературной сцены. Bon, c'est une première raison, mais il y a autre chose. Ces écrivains qui sont face à vous sont en effet des écrivains de premier plan, mais ils sont beaucoup plus. Ce sont des figures, des personnalités, des gens pour lesquels je pense que les mots français ne sont pas assez forts pour le dire. Le mot respect en français est tellement galvaudé qu'il veut dire n'importe quoi. Mais ce sont des gens pour qui j'éprouve, je vais le dire en russe, une énorme estime. Et je voulais vous faire partager ce sentiment. Ce sont des figures importantes, des gens qui ont été capables, se sont montrés capables de préférer le bien général, de penser un petit peu aux problèmes généraux, de le préférer à leur petite satisfaction personnelle, même y compris à leur intérêt personnel qui est leur œuvre. Et je voulais d'entrée de jeu les remercier, les saluer, les remercier d'être ce qu'ils sont, d'avoir été ce qu'ils ont été ces derniers temps, et de remercier d'être ce qu'ils sont. Et voilà. Je voulais le dire avant le débat, je vous les présenterai un petit peu brièvement après, je leur donnerai la parole. Это первая причина, но вторая причина в том, что это не только очень известные писатели России, но также в том, что это важные общественные фигуры в сегодняшней России. Это люди, которым я испытываю огромное уважение, потому что они сумели предпочесть общественное благо своему, так скажем, мелкому личному удовлетворению, своим интересам и даже тому интересу, которым является собственное произведение. И поэтому я бы хотела их поблагодарить и, значит, за то, что они делают, и выказать им мое уважение. Bon, alors je vais les présenter très brièvement parce que je pense que la plupart des gens qui sont venus assister à ce débat connaissent ces écrivains, ils sont très largement édités en France. Je vais rappeler très rapidement un petit peu qui ils sont. Je commence par Madame Olga Sedakova, honneur aux dames. Alors, Madame Olga Sedakova est un savant, un chercheur, un philologue, un ethnologue, un spécialiste aussi de théologie. Ça, c'est ça. Elle a enseigné à l'université de MIU. Elle est aussi traductrice de plusieurs langues, notamment elle a traduit Mallarmé, Claudel, Ronsard. Longtemps, elle a été une poétesse dans l'ombre, qui écrivait, qui avait son petit cercle,
mais bon, elle n'était pas éditée en Russie. Il est intéressant de noter que sa premier volume d'Olga Sedakova a été édité en France en 86 par Inka Press. Donc vous voyez, c'est un auteur de chez nous. En Russie, elle est publiée depuis 89. Depuis, elle est publiée très largement en France, en Russie, dans le monde. C'est vraiment un des grands écrivains. Alors je dirais, pour caractériser sa poésie, c'est que sa poésie est une... Je m'arrête. Я сейчас очень быстро представлю присутствующих здесь писателей, быстро, поскольку я думаю, что вы все их знаете, что в особом представлении они не нуждаются. Прежде всего начнем с дам. Ольга Седакова – это ученый, исследователь, филолог, теолог, также переводчик. И она преподавала в МГУ. Она переводила Маларме, Кладеля и других поэтов. И также она поэт, который достаточно долго оставался в тени. У нее был, естественно, свой круг почитателей, но тем не менее достаточно долгое время в России она не публиковалась. Что интересно, первый ее сборник был опубликован во Франции в 1986 году. В России она стала публиковаться с 1989 года и с тех пор стала уже достаточно известной, интернационально известным поэтом. Bon, alors pour essayer de caractériser très rapidement sa poésie, je dirais que c'est une poésie d'une intense spiritualité, d'autant plus intense qu'elle s'exprime avec des mots extrêmement simples. Il y a une modestie de l'approche qui est une valeur, et elle associe avec beaucoup de talent la tradition poétique russe, qu'elle connaît parfaitement bien sûr, et les éléments d'avant-garde. Donc Olga Sedakova est vraiment une des plus grandes voix poétiques russes actuelles. И, так скажем, чтобы немножко ее характеризовать, я скажу, что ее стиль характеризуется глубокой духовностью, которая сочетается с простотой, со скромностью языка, и в своей поэзии она сочетает элементы классической русской поэзии, которую она прекрасно знает, и авангарда, и, можно сказать, не боясь, что это один из главных поэтических голосов сегодняшней России. Bon, alors, à la gauche d'Olga Sedakova, vous avez Talip Ibrahimov, qui est un auteur qui nous vient de Kirghizie, puisque vous savez que dans ces journées-là, nous avons porté une attention particulière aux écrivains d'Asie centrale, et notamment aux écrivains kirghizes. Alors, Talip Ibrahimov est un jeune écrivain. Il est d'abord cinéaste. Il a fait ses études de metteur en scène à Moscou, puis il est retourné à Frunze où il a enseigné le cinéma à l'école de cinéma qui avait été fondée à Frunze. Et c'est au moment de la retraite, comme quelque chose d'important et intéressant, une étape dans la vie, qu'il s'est mis à écrire. Et depuis, donc, il a écrit un certain nombre de nouvelles. Nous avons la chance de le connaître grâce au prix Russkaya Premia qu'il a obtenu. И слева от Ольги Седаковой находится Талип Ибрагимов. Этот писатель принадлежит к писателям Средней Азии, которой мы на этих днях русской книги хотим уделить особое внимание. Это режиссер, прежде всего он учился на режиссера в Москве, потом вернулся во Фрунзе, снимал фильмы, и вот в момент своего ухода на пенсию, пенсия для человека вообще очень важный этап, он начал писать прозу, начал писать рассказы, которые мы знаем благодаря русской премии. Oui, alors le prix russe Russkaya Premia est un prix qui est attribué, qui existe depuis 2005 et qui est attribué aux écrivains russophones, aux écrivains écrivant en langue russe et qui ne sont pas de nationalité russe, quel que soit leur lieu de résidence. Et ce prix russe est vraiment très important parce qu'il a fait découvrir vraiment des littératures nouvelles que nous ignorions totalement. Et donc M. Talip Ibrahimov a eu ce prix, et donc depuis, il est largement édité en Russie, il est encore peu traduit en France. Nous avons, nous, édité, c'est Lettres Russes, l'association LRS et la revue Lettres Russes, avons édité une de ces nouvelles qui s'appelle L'Ange, vous pouvez la regarder, l'acquérir éventuellement à la librairie du club. О русской премии надо сказать, что это премия, которая выдается с 2005 года, и ей награждаются писатели,
писатели русскоязычные, но не имеющие русского гражданства вне зависимости от места, где они живут. И благодаря этой русской премии мы за последние годы смогли познакомиться с очень интересной и до этого абсолютно неизвестной литературой. И вот Талиб Ибрагимов получил эту премию, и теперь он широко издается. Его еще мало переводили во Франции, тем не менее наш журнал «Русская литература», мы опубликовали рассказ «Ангел», и вы можете ознакомиться с этим рассказом, вы можете приобрести его. Je précise que le dernier numéro de la revue Lettres Heureuses, que vous pouvez consulter aussi, est consacré à la littérature kirghize en général. Et c'est pourquoi il y a une espèce de texte à part qui est le texte de Talib Ibrahimov qui a retenu notre attention tout à fait particulièrement. И я бы хотела уточнить, что это номер журнала «Русская литература», который посвящен писателям Кыргызстана, и именно поэтому Талиб Ибрагимов, собственно, привлек наше внимание. Bon, à côté de moi, à ma gauche, donc, on a Andrei Kurkov. Alors, Andrei Kurkov est un des écrivains russes les plus connus en France, donc je serai assez rapide. C'est un grand voyageur, un grand observateur des sociétés du monde. Il parle, je crois, 11 langues, c'est ça? Déjà 7. Déjà 7, vous en avez oublié les autres. Bon. Mais enfin, bon. Donc, évidemment, il est à l'aise dans le monde entier. Il voyage, observe, amasse du matériau pour ses romans. И вот слева от меня Андрей Курков, которого, собственно, можно не представлять, он очень известен во Франции. Это большой путешественник, наблюдатель, он разговаривает вот, по старым данным на 11 языках, по-новым на 7. Вот, и, естественно, он легко себя чувствует в любой стране мира, по которой он путешествует, и где он собирает материал для своих будущих произведений. Alors, Andrei Kurkov est romancier, la première caractéristique, disons, de ses romans, c'est qu'il a très souvent recours à une fable animalière. Son premier roman qu'il a fait connaître dans le monde entier s'appelle Le Pingouin. Alors, il y a le pingouin, il y a les pingouins n'ont jamais froid, il y a le caméléon, et d'une manière générale, dans tous ces romans, l'animal est très fréquemment présent. Et c'est une façon de percer à jour, enfin de bien mettre en évidence un certain nombre de finesses psychologiques. Вот. И отличительная черта, значит, Андрей Курков это романист, и отличительная черта его романов то, что он очень часто использует детали притчи о животных, у него достаточно часто появляются фигуры животных в романах, вот, и французские переводы таких книг, как «Смерть постороннего», «Закон улитки», «Добрый ангел смерти», они были переведены на французский с названиями животных, то есть пингвин, пингвинам не холодно и хамелеон. Voilà. Un critique indique que Andrei Kurkov, c'était Ésope perdu chez Pouchkine. Pardon, excusez-moi, chez Poutine, excusez-moi. Voilà. Ésope égaré chez Poutine. Je me corrige, excusez-moi. Один из критиков сказал, что Андрей Курков это Эзоп, потерянный Путина. Voilà, alors les romans de Kurkov sont toujours très dynamiques, très alertes, se lisent facilement, sont amusants, plein d'humour, remplis d'humour. C'est vraiment un grand humoriste, notre ami Andrei Kurkov, il nous le montrera tout à l'heure. Et bon, c'est pourquoi il jouit d'une voix tout à fait internationale. On les définit comme des thrillers policiers humoristiques. И вот у Андрея Куркова очень динамичные, живые романы, полные юмора. Он вообще очень большой юморист, как он нам сейчас продемонстрирует. И именно поэтому его романы познали такой международный успех. Вот, их классифицируют как юмористический политический триллер. Voilà. Mais il ne faut pas s'y tromper, vous pourriez croire que c'est de la littérature facile. Non, elle se lit très agréablement, mais il y a une observation de la société extrêmement aiguë. Je vais vous en donner un exemple tout de suite. Но, однако, не надо обманываться, это не просто легкое чтение. Книги легко читаются, но в них есть очень острое наблюдение за общественной жизнью, одно из которых я вам сейчас процитирую. En 2004, il a publié un roman qui s'appelle Le dernier amant du président. Et dans ce dernier amant du président, il y a un président qui est victime d'un empoisonnement. Or, vous savez ce qui s'est passé en Ukraine dans les années suivantes.
В 2004 году он опубликовал роман «Последняя любовь президента», и в этом романе президент становится жертвой отравления. И вы все знаете, что произошло с украинским президентом примерно в это время. Alors quand on est capable d'une prémonition pareille, on a vraiment le regard aigu. И если человек способен на подобное предвидение, это значит, что он действительно обладает очень острым взглядом. Bon, alors à ma droite, vous avez Evgeny Bonimovitch, qui est peut-être moins connu en français. Bon, c'est vrai que les poètes sont quand même un peu moins largement publiés. Nous avons tout de même publié il y a vraiment, je ne sais plus, il y a 6-7 ans, un recueil de Andrei Bonimovitch. Bonimovitch est d'avant tout, professionnellement, c'est un mathématicien. Un mathématicien, professeur de mathématiques, qui a écrit des ouvrages de mathématiques, pas petit professeur, grand professeur de mathématiques. И вот справа от меня Евгений Бонimович, которого, может быть, здесь знают немного меньше, потому что поэтов вообще всегда знают меньше. Тем не менее, вот мы издали 5-6 лет назад сборник его стихов. Вот, и Евгений Бонимович, прежде всего, математик, он профессор математики, он преподаватель, пишет книги о математике. Bon, il s'intéresse d'ailleurs d'une manière générale à la pédagogie, ce qui est mathématique. Mais bon, il écrit depuis toujours, je crois, on précisera, en tout cas depuis très tôt. Et dans les années 80, il faisait partie de la nouvelle vague poétique, le réveil des années 80. Il a été une des figures de proue de ce réveil poétique. Также Евгений Бонимович интересуется педагогикой, но прежде всего он писал всю жизнь, или, по крайней мере, начал писать очень рано, и он входил в новую волну поэтов Советского Союза, поэтов России в 80-х годах, и он... 80-х годах, вот, и он стал одной из главных фигур этого возрождения, этой новой волны. Voilà, il a été en 86 un des fondateurs du club Poésie, dont on sait l'importance qu'elle a eue dans l'évolution de la vie poétique russe, et qui regroupait des poètes moscovites non officiels, qui les a rassemblés en quelque sorte. В 1986 году il a créé Oui, le club. Он создал клуб «Поэзия», и вы знаете, какое влияние на тогдашних поэтов оказал этот клуб. В нем собирались московские поэты, так скажем, неофициальные. Et Evgeny Bonimovitch a été ensuite fondateur et organisateur du Festival international de poésie de Moscou, qui est, je crois, tous les 2 ans, qui se tient tous les 2 ans et qui est vraiment un événement absolument majeur dans le domaine de la poésie. И также впоследствии Евгений Бонимович создал и является организатором интернационального московского фестиваля поэзии, который проводится каждые 2 года, это биеннале московской поэзии. Alors, bon, évidemment, vous pouvez lire des poèmes de Evgeny Bonimovitch dans un certain nombre d'anthologies de poésie russe actuelles, vous trouvez toujours Bonimovitch, et j'annonce que nous préparons une réédition renouvelée de ce petit volume qui lui était consacré il y a déjà 5 ans. Вы можете прочесть его стихи в антологиях русской поэзии, вы обязательно увидите там его имя, и мы собираемся переиздавать вот этот вот том, посвященный ему том поэзии, который мы уже издавали 5 лет назад в первый раз. Alors la dernière chose que je dirais, c'est que M. Bonimovitch est, à ma connaissance, le seul engagé politiquement au sens de parti. Il fait partie du parti Yabloko. Et il a même été député de la Douma, député de la Douma de Moscou. И я бы хотела добавить, последнее, что хотелось бы добавить, это то, что сейчас Евгений Бонимович человек по-настоящему политически ангажирован, он входит в партию «Яблоко», и он был депутатом от этой партии в Московской городской думе. Alors, à la droite de M. Bonimovitch, vous avez Grigory Akunin, que vous connaissez vraiment encore. Ah, Boris, excusez-moi. Décidément, je ne suis pas très enfant. N'en veuillez pas trop. Boris Akunin, excusez-moi. Boris Charlovitch. C'est même le patronyme.
c'est compliqué, mais ça. D'accord. C'est pas ça. Enfin bon, Boris Akonin, qui est particulièrement connu, donc je serai particulièrement brève, je dirais d'abord que Boris Akonin est un homme d'une immense culture. Il a, en Union soviétique, longtemps dirigé littérature étrangère, la revue Inostrannaya Literatura, qui était un lieu où on éditait beaucoup de choses, mais on en lisait encore plus que l'on en éditait. Et c'était, bon, je pense que c'est peut-être, enfin bon, ça l'un expliquant l'autre, c'est quelqu'un qui connaît infiniment les littératures mondiales, qui connaît beaucoup de choses. Бориса Акунина я буду представлять очень коротко, поскольку он очень известен. Вот, я бы хотела сказать, что Борис Акунин человек очень образованный, очень начитанный. Он возглавлял долгое время журнал «Иностранная литература», который публиковал самое важное произведение иностранной литературы в России, и читал гораздо больше, чем публиковал, и поэтому сейчас он обладает огромной общей культурой. Voilà, et alors c'est je crois, depuis l'école, il est un spécialiste du Japon et de la littérature japonaise. Il a traduit beaucoup de littérature japonaise et il a initié en tout cas l'édition en 20 volumes de la traduction de la littérature japonaise en russe en 20 volumes. C'est vraiment le grand spécialiste de la littérature japonaise. D'ailleurs, ça ne vous étonne pas, puisque dans ses romans, vous trouvez souvent un personnage qui japonais, ou bien on se retrouve dans une réalité japonaise. И Борис Акунин также практически со школы является специалистом по Японии, по японской культуре и литературе. Он переводил произведения японской литературы на русский язык и инициировал издание 20-томной антологии переводов японской литературы. И, в принципе, это несложно понять, поскольку в его произведениях вы всегда найдете или персонажа, который имеет отношение к Японии, или какие-то декорации. Voilà, alors Boris Akonin est mondialement connu par sa série de romans policiers, qui a comme personnage central Erast van Doren, qui se situe dans l'histoire russe à partir de 1876. Donc le personnage évolue, l'histoire, il suit l'histoire de la Russie. Ce sont toujours des épisodes de l'histoire russe qui sont racontés dans des romans tout à fait passionnants à lire, tout à fait bien charpentés et qui donnent à la fois une bonne connaissance de l'histoire. Ce sont des romans, des policiers historiques en quelque sorte. И Борис Акунин известен во всем мире своей серией детективов, в которых главный герой Эраст ван Дорен. Эта серия детективов представляет собой, так скажем, исторические детективы. Действие происходит в России, начиная с 1876 года, и история развивается, то есть каждый роман отражает какой-то кусок русской истории, и благодаря этому, то есть романы сами по себе очень захватывающие, очень хорошо продумана в них детективная линия, и одновременно в них узнаешь об истории России. Voilà, il a aussi écrit 3 romans avec comme héroïne une sœur Pélagie, assez séduisante, assez maladroite, mais extrêmement perspicace, qui élucide des énigmes. Donc là, il y a 3 romans aussi sur la sœur Pélagie. Et surtout, il en vient maintenant à l'actualité avec le petit-fils de Van Doren qui revient de Russie après être né en Angleterre. Et voilà, donc on va aborder l'actualité. On aborde l'actualité dans les derniers romans de Boris Akonin. И также Борис Акунин написал несколько романов о монахине, о сестре Пелагеи. Это персонаж достаточно привлекательный, с одной стороны достаточно неловкий, с другой стороны очень проницательный. Значит, есть романы вот об этой сестре Пелагее, и к тому же Борис Акунин возвращается к современному, так скажем, к современной России, к современному обществу. Появляется роман с внуком Ван Дорена, который возвращается в Россию после того, как он был рожден и воспитывался в Англии. Bon, alors je veux souligner l'importance de ces romans de Boris Akonin. Je dirais qu'il a en quelque sorte ramené à la lecture le russe de la Nouvelle-Russie.
Vous savez qu'après 91, il y a eu une espèce de désintérêt pour la littérature, on s'occupait d'autre chose, il y avait d'autres activités que la littérature, et Boris Akonin est certainement celui qui a le plus rattrapé en quelque sorte le lecteur russe, qui est redevenu, là aussi, d'aujourd'hui, est encore lui aussi qui lit beaucoup. Et Boris Akonin est pour beaucoup dans ce retour. Я бы хотела подчеркнуть роль вот этих детективов, этих книг Бориса Акунина. Он сумел вернуть к чтению российского читателя, так скажем, новой России, поскольку вам известно, что начиная с 1991 года произошел спад интереса к чтению, люди занимались другими вещами, им были важны другие вещи. И вот Борис Акунин лучше всего сумел поймать, скажем так, читателя и вернуть его к чтению. И сегодня Россия может опять называться самой читающей страной в мире. Bon, voilà, alors j'ajouterais que dans les événements de l'année dernière, Boris Akonin est devenu vraiment un des visages citoyens de la contestation. Parmi les chefs de file de la contestation, il est à l'origine du Conseil de coordination de l'opposition. C'est lui qui, le premier, a pris le micro dans la grande manifestation de décembre. Voilà, je pense qu'il nous parlera un petit peu de ça. Oui, on peut l'applaudir. Хотелось бы сказать, что сегодня Борис Акунин одна из важнейших оппозиционных протестных фигур в сегодняшней России. Вот в последних событиях он сейчас возглавляет Координационный совет оппозиции, и он был тем, кто первым взял микрофон во время декабрьских демонстраций. Oui, j'ajouterais simplement que je me souviens qu'en 1968, pour protester contre l'invasion de la Tchécoslovaquie, il y a eu à Moscou une manifestation où il y avait exactement 9 personnes, dont 2 Français. Et nous avons tous vu à la télévision les masses, les foules occupant les rues entières à Moscou. Et je conclus, comme j'ai commencé, tous les écrivains ici présents sont beaucoup dans cette évolution dont je pense que nous sommes un certain nombre à se réjouir. И я бы хотела добавить, что в 1968 году, когда был протест против захвата Чехословакии, на Красную площадь вышло ровно 9 человек, причем 2 из них были французами. А в последних декабрьских демонстрациях, вы все помните кадры, которые показывали по телевизору, эти толпы, эти огромные скопища людей, которые буквально заливали улицы. И я бы хотела сказать, что роль, вот, так скажем, в этом изменении, в этом развитии, она принадлежит в том числе и тем фигурам, которые сегодня здесь присутствуют. Voilà. Alors, je voudrais maintenant passer la parole. Vous voulez ajouter quelque chose? Non. Je voulais passer la parole à nos auteurs et leur demander d'abord peut-être s'ils veulent bien un petit peu nous faire part de la façon dont ils ont perçu et vécu les événements qui ont ébranlé la Russie dans les derniers mois. Я бы хотела сейчас передать слово авторам и хотела бы задать им вопрос, расскажут ли они нам, если захотят, о своем отношении, о том, как они воспринимают вот эти события, которые потрясли в Россию в последние месяцы, последние годы. Добрый день. И мы услышим то же самое про Украину и про Киргизстан, да? Не только про Россию. Да, конечно. Ну, я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Bonjour, j'espère qu'on entendra aussi parler de Kyrgyzstan et de l'Ukraine, aujourd'hui pas seulement de Russie. Je ne sais pas vraiment quoi dire à ce sujet. Мы все сейчас в России живем в очень интересное время. Nous vivons tous aujourd'hui dans une époque très intéressante en Russie. Это не значит, что все россияне участвуют в этих интересных событиях. Ça ne veut pas dire que tous les Russes font partie de ces événements intéressants. Большинство, собственно говоря, и не участвует совсем. La majorité, à vrai dire, n'y participe pas du tout. Но и тех, кто участвует, все равно очень много. Mais ceux qui participent restent quand même très nombreux. Я не думаю, что участие в общественно-политических событиях напрямую связано с писательской профессией.
Je ne crois pas que la participation dans les événements sociaux et politiques est liée directement à la profession de l'écrivain. Я думаю, что если бы я был врачом или учителем, я вел бы себя точно так же. Je crois que si j'étais médecin ou professeur, je me conduirais de la même manière. Вот. Но в то же время у меня, как и у многих моих российских современников, есть твердое ощущение, что не участвовать в этом движении невозможно и неприлично. Mais en même temps, comme plusieurs de mes contemporains, j'ai une sensation très forte que ne pas participer dans ces événements serait impossible et serait indécent. Если же говорить о точке зрения писателя, то современный писатель всегда существует в ситуации, он же существует в ситуации, где он все время на зыбкой грани, все время в сумерках, где разбираешься в нюансах, где добро переходит в зло непонятное. Вот эта самая грань, собственно говоря, и является главным направлением, главным интересом твоего творчества. En ce qui concerne le point de vue de l'écrivain, je pourrais dire que l'écrivain moderne se trouve aujourd'hui sur une frontière très vague, dans une zone d'ombre où on essaie de reconnaître les nuances, où on ne comprend trop où le bon passe au mal et l'inverse. Поэтому, когда в общественной ситуации в стране возникает абсолютно черно-белая ситуация, и тебе в кои-то веки ясно, где тут добро и где тут зло, испытываешь и облегчение, и эйфорию, и массу всяких других сильных чувств. C'est pour ça que quand la situation dans le pays devient absolument noire et blanche, quand on voit très bien où se place le bien et où se place le mal, on en éprouve une sensation de, voilà, de soulagement, d'euphorie et beaucoup d'autres émotions fortes. Ну, в общем, мне действительно нравятся нынешние времена в России. Это времена трудные, но это времена правильные, и я как-то не сомневаюсь в том, что у нас в стране все будет хорошо. Donc j'aime vraiment cette époque qui est cette époque en Russie aujourd'hui. Ce sont les temps durs, mais ce sont quand même de bons temps. Et je crois que finalement tout s'arrangera en Russie et tout se finira bien. Спасибо. Я всю жизнь связан с детьми и с преподаванием, и поэтому всегда во мне есть некоторая надежда. Toute ma vie a été liée aux enfants et à l'enseignement, et c'est pour ça que je garde toujours un certain espoir. И я стал замечать какое-то время назад, что дети, которые стали приходить в школу, они другие. J'ai commencé à remarquer il y a quelque temps que les enfants qui viennent à l'école sont devenus différents. Например, в первом классе у нас всегда были такие традиции выстраивать их в ряд, и чтобы они по очереди читали стихи, такой монтаж. Par exemple, dans les petites classes, c'est CM1 je crois en français, on avait toujours la tradition de mettre les enfants dans le rang et leur faire réciter des poésies. И сейчас их очень трудно выстроить в ряд. Et aujourd'hui, c'est très difficile de les mettre dans un rang. Каждый выходит вперед, он хочет говорить, он хочет читать, он может хорошо читать, он может плохо читать, но он не стесняется этого, и он готов идти на сцену.
Chacun s'avance, il veut parler, il veut lire, il peut lire très bien ou très mal, mais il n'hésite pas et il veut être sur la scène. Мне кажется, это очень важно. И, собственно говоря, вот эти дети, которых я заметил где-то уже 10-15 лет назад, но они выросли. Это новое поколение. Et je crois que c'est très important. Et en effet, les enfants, donc ces enfants que j'ai vus qui sont entrés à l'école il y a 10 ou 15 ans, ils ont grandi et ils font maintenant la nouvelle génération. Это непуганное, непоротое поколение, и это, может быть, впервые в России такое поколение. Это очень интересно. C'est une génération qui n'a pas eu peur, qui n'a pas été battue, et c'est peut-être une première telle génération en Russie, et c'est très intéressant. И в данном случае я могу понять удивление, изумление, даже обиду власти. Et dans ce cas, je peux comprendre, on va dire, la rancœur, le choc, comment dire, le fait que les pouvoirs se sont indignés. У меня, как и у Ольги, первая книжка вышла в Париже, это было в 1989 году. Я в первый раз выехал за границу, и это была, естественно, не эта книжка, другая, стихов. И я помню, что моей учительской зарплаты, которая была $3 в месяц, не хватало, чтобы купить один экземпляр этой книги. Comme le livre d'Olga Seglakova, mon premier recueil de poèmes a paru en France, et j'ai été pour la première fois de ma vie à l'étranger, et mon salaire de professeur, qui était de $3 par mois, n'a pas suffi pour acheter un exemplaire de ce livre. Сегодня зарплата учителя в Москве средняя $2000. Aujourd'hui, le salaire moyen d'un professeur à Moscou est de $2000. И, наверное, власть думает, ну а что им еще надо? Et donc les autorités doivent penser, mais que veulent-ils de plus? А оказывается, когда это уже не $3, а чуть больше, надо что-то еще, совсем другое. Et en fait, quand ce n'est plus $3, mais un peu plus, on a besoin d'autre chose. И вот это что-то еще, что-то другое, вот это, я не знаю, насколько это движение политическое. Мне кажется, что то молодое поколение, которое мы видели на площадях, оно тоже думает уже о своих детях, о том, чтобы они сами чувствовали себя свободно, естественно. Они не понимают, почему у них должны быть какие-то преграды, ограждения, которых нет у других людей в Европе. Et donc, justement, cette nouvelle génération, elle est à la recherche de cette autre chose, de cette chose en plus. Et je ne sais pas si on peut parler de ce mouvement comme d'un mouvement politique. Je crois que cette nouvelle génération, elle pense déjà à ses enfants, et elle voudrait qu'elle grandisse aussi libre, qu'elle puisse grandir et agir avec aisance, et ils ne comprennent pas pourquoi il doit avoir des barrières, des limites que d'autres gens en Europe n'ont pas. И я встречал во время этих всех движений очень разных моих старых выпускников, у которых очень по-разному сложилась жизнь, очень разных взглядов, из очень разных семей, но мне кажется, вот это их объединяет. J'ai rencontré donc pendant ces événements mes anciens élèves. Ils sont tout à fait différents, ils ont des buts différents, ils viennent de différents coins de Russie, mais je crois que cette chose en plus, c'est ça qui les unit. Французское телевидение на одном из этих маршей спросило меня, ну что, это то же самое, что Occupy Wall Street? И я ответил, что нет, потому что Occupy Wall Street в основном это были и есть люди, и молодые, и немолодые, которых не реализованы в этой жизни, что-то не получилось. А здесь как раз были люди, которые, в общем, в основном реализовались в этой жизни. Это несколько другая ситуация. И вот это особенно интересно, это отличается от Occupy Wall Street, который есть во всем мире. Et la télévision française, pendant une démarche de protestation, m'a demandé si c'était la même chose que Occupy Wall Street à New York, et je leur ai répondu que non, parce que les gens qui participaient à Occupy Wall Street, c'était des gens qui ne s'étaient pas réalisés dans leur vie, qui n'ont pas réussi des choses, tandis que les gens qui participent aux marches à Moscou, c'était des gens
qui se sont réalisés, qui ont pu atteindre leur but. Et c'est ça qui me paraît très intéressant. Et c'est ça qui diffère ces marches des Occupy Wall Street qui se passent aujourd'hui dans le monde entier. Ну и последнее, что я хочу сказать, что это не имеет никакого отношения к тому моменту, когда я пишу стихи, или когда приходят стихи, но, видимо, как-то и в другие моменты жизни надо жить в соответствии с собой, иначе они не придут. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que tout ça n'a rien à voir avec le moment où je me mets à écrire les poèmes, où les poèmes me viennent, mais je crois que peut-être dans tous les domaines de sa vie, il faut vivre un accord en soi-même. C'est une nouvelle pour moi que vos profs vivent si bien. Они не живут хорошо совсем, потому что Москва очень дорогой город, дороже Парижа, ничего не делаешь. Ils ne vivent pas bien parce que Moscou est une ville très chère, plus chère que Paris. Moi, en tant que professeur, donc dit Olga Sadakova, je gagne 500-600 $ par mois à l'université. Но не в этом дело. Я хотела бы сказать, что меня поразило с самого начала в этом движении, которое вспыхнуло в декабре позапрошлого года. Bon, on ne parle pas ici de l'argent des professeurs. Je voudrais parler de ce qui m'a épaté dans ce mouvement qui a enflammé donc Moscou au mois de décembre de l'année. Maintenant, c'est déjà il y a 2 ans. Это было неожиданно для меня, как и для большинства участников. Никто не ожидал встретить так много близких и много радующихся друг другу людей. C'était étonnant pour moi, c'était étonnant pour tout le monde qui a participé. On ne s'attendait pas à rencontrer tant de gens proches, tant de gens qui étaient ravis de se voir, qui étaient ravis donc de se rencontrer. En effet, nous avons vu un autre visage de la ville et un autre visage du pays. Безумно обрадовало, как раз тут я продолжу сравнение с Occupy Wall Street, что это не было по существу левое протестное движение. Это поразительно. Et ce qui m'a énormément réjoui, et là je vais continuer le parallèle déjà tracé avec Occupy Wall Street, que ce n'était pas un mouvement de protestation de gauche, et c'était très étonnant. Потому что, может быть, опыт нашей страны, который настолько всем революционерством уже сыт, помог тому, что эта идея этой манифестации была другая. Они никого не хотели разорять, ни против банкиров, ни против богатых. Это было выступление, я бы сказала, за нормальную жизнь, за норму против патологии. Et justement, c'est peut-être le passé de la Russie avec toutes ces révolutions, tous ces mouvements dont les gens russes ont déjà un peu marre. C'est ça qui a fait que ce n'était pas un mouvement de protestation de gauche. On ne protestait pas contre les banquiers, on ne protestait pas contre les riches. Justement, pourquoi on faisait ces marches? C'était des marches pour la vie normale, c'était les marches pour la norme contre la pathologie. Той патологии, которую уже много поколений в нашей стране приучили считать нормой. Et il s'agit de la pathologie que dans notre pays, depuis déjà plusieurs années, ont appris à considérer comme la norme. Главным словом этих первых выступлений особенно было слово «достоинство». Меня не уважали. Et le mot-clé de ces mouvements, de ces protestations, était le mot dignité. On disait qu'on ne nous respectait pas. И людей, собственно говоря, вывело на улицу таких людей, которые никогда туда не выходили. То ученых, людей книжных, библиотечных. Вот это самое чувство, что меня оскорбили. Et justement, c'était la sensation d'être traité sans respect qui a poussé à sortir dans les rues
les gens qui n'avaient jamais sorti dans les rues, c'était des chercheurs, des lettrés, des gens de la bibliothèque, et tous étaient mus par ce sentiment d'irrespect. И это, я думаю, новое в нашей истории чувство, потому что, к сожалению, все привыкли сносить унижение, и это считалось нормой. А ты кто такой? Je crois que c'est une nouvelle chose dans la Russie contemporaine, parce qu'autrefois, on avait tous l'habitude de l'humiliation. On était tous habitués à être traités sans respect. À t'es кто такой, ça veut dire et toi, t'es qui pour qu'on te respecte. Так что это было выступление против насилия. Насилие, не революционное насилие, а наоборот против насилия, смыслового насилия, политического, любого насилия. Et c'était un mouvement, une protestation contre la violence. C'était pas une violence révolutionnaire, c'était l'opposé. On protestait contre la violence de sens, contre la violence politique, etc. Потом все стало сложнее, потому что появились разные части в этом движении, друг другу противоречащие. Но вот первое движение было это такое: достоинство и мораль. C'est ensuite que les choses se sont compliquées parce qu'il y a eu différentes parties de ce mouvement qui se contredisaient. Mais au début, c'était ça. C'était une marche pour la dignité et la morale. Но я бы не могла так, с таким уверенным оптимизмом, как Борис Акунин, описать нынешнюю ситуацию. Mais je ne pourrais pas décrire la situation présente avec le même optimisme que Boris Akunin. Потому что ответом на это все стало усугубление патологии. Мы уже живем просто в настолько сумасшедшем мире, который власти осуществляет, что это за пределами фантазии писателей там, типа Кафки. La réponse à toutes ces protestations, elle est devenue le renforcement de cette pathologie. Et aujourd'hui, on vit dans un monde tellement fou que ça dépasse l'imaginaire des écrivains tels que Kafka. Например, может быть, вы слышали, Дума Петербурга издала закон, который запрещает по ночам топот котов. Правда? Топот котов. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais la Douma municipale de Saint-Pétersbourg a émis une loi selon laquelle on interdit aux chats de se promener avec bruit, de tapoter pendant les heures de nuit. Et voilà, donc les chats ne peuvent pas marcher en faisant du bruit et les gens ne peuvent pas émettre de cris stridents pendant la nuit. Et donc chaque jour nous apporte une nouvelle loi dans ce sens. Как будто бы провоцирована предельной патологией, которая нам показывает, да, мы будем себя вести как наглые, как безумные, как не думающие о будущем дне люди. C'est comme si on nous montrait jusqu'où peut aller cette pathologie. Ils nous disent oui, on va se conduire comme ça, on va se conduire comme des gens sans intelligence, comme des gens fous, comme des gens qui ne pensent pas du tout à l'avenir, des gens insolents. И для меня как бы апогеем вот этого абсурда была сцена инаугурации президента в пустом городе. Такого мир не видел. Президент въезжает в свою столицу, в которой нет ни души, ни птицы, ни кота, ни человека. Et pour moi, l'apogée de cette absurdité, c'était l'inauguration de notre président dans la Moscou absolument vide. Le monde n'a pas encore vu une telle scène, un président qui entre dans sa ville pour y être inauguré, et la ville est absolument vide et il n'y a pas un chat. Et bien sûr, c'était un geste démonstratif qui voulait dire « vous n'existez pas ». Я думаю, что задача тех, кто не хочет такого положения вещей, продолжать говорить мир есть. Et je crois que la tâche des gens qui ne veulent pas que la situation reste la même, c'est de protester, de continuer à dire non
nous sommes là, nous existons, et je ne sais pas si les gens auront assez de force pour le dire et continuer à le dire. Et ça devient de plus en plus difficile. Si vous permettez, avant de passer la parole. Vous avez écrit Durad Duračica, comment Durad Duračica, всадник, je sais plus, смерти скачет. Bon, enfin. Да, чудак чудит, Durad Duračica, а всадник к верной смерти скачет. Я же говорю, я оптимист, в отличие от Ольги Седоковой, но лирическому поэту нельзя быть оптимистом, это несочетаемые вещи. Donc, j'essaie de traduire ce que Mme Sokolowski et M. Okoni viennent de dire. Donc, c'est un ligne de poème qui veut dire que le fou continue à être fou, l'idiot continue à être idiot, mais le chevalier continue d'avancer vers la mort certaine. Et donc, Boris Akonin dit qu'il est optimiste, au contraire d'Olga Sedekova, mais pour un poète lyrique, il est impossible d'être optimiste. Bon, alors, je passe la parole à Talip Ibrahimov qui va nous parler de la situation en Kirghizie. Nous sommes beaucoup moins au courant de ce qui se passe en Kirghizie. Nous allons l'écouter avec beaucoup d'intérêt. Представитель маленького народа. Настолько маленького, что нам всегда достаются места на представленных службах. Но меня утешает, что я первый. Как я говорил, Киргизия это маленький, но необыкновенно тщеславный народ. Donc, je voulais dire que mon pays, la Kirghizie, est un pays très petit. Il est tellement petit que, par exemple, les représentants de Kirghizie, quand ils viennent ici, ils peuvent trouver la place seulement sur une chaise qui a été ajoutée. Voilà. Donc c'est un pays très, très petit, mais énormément ambitieux. Маленький, но тщеславный народ. Мы не испугаемся грозного окрика. Выстоим под пулями, но чрезвычайно беззащитны перед лестью. Nous sommes très ambitieux et on n'aura pas peur d'un cri, on n'aura pas peur d'un coup de fusil, mais on est complètement sans défense devant la flatterie. Достаточно кому-нибудь из народа или из вас произнести какой-либо комплимент, как мы сходим с ума. Il suffit que quelqu'un d'ici présent ou quelqu'un dise un complément, nous dise un complément, et nous donc on est complètement sans défense. Начинается эпидемия слабоумия. Et donc ça commence une épidémie d'imbécilité. Я почему говорю, из русских ученых сказал, что у киргизов древнейшая история. Pourquoi je le dis? Quelqu'un parmi les chercheurs a dit un jour que les Kirghizes avaient une histoire très ancienne. После суверенитета, освободившись якобы от власти русских, все сошли с ума, начали писать великие истории, великое прошлое, исторического романа, то от Гурна, то от Чингисхана, выдумали себе великую биографию. Et donc après l'obtention de la souveraineté, après s'être libéré soi-disant des oppresseurs russes, donc on a commencé cette épidémie d'imbécilité, on a commencé à écrire, à rechercher cette histoire ancienne, à réécrire cette histoire en cherchant dans les temps de Chinggis Khan, donc en se faisant une biographie, une grande biographie historique. Сейчас каждый второй кыргыз
великий исторический романист. Et maintenant, donc un Kirghiz sur deux est un grand romancier historique. Вы можете представить себе, что творится с остальным народом. Et vous pouvez vous imaginer ce qui se passe avec le reste du peuple. То есть народ самоидентифицируется на ложных посылах. Donc le peuple a une auto-identification qui est basée sur des bases fausses. И не способен оценивать реальную действительность и свое место в мире. Et il n'est pas capable d'apprécier, de pouvoir évaluer la vraie réalité et sa vraie place dans le monde. Они по поводу, без повода, воинственные, в основном без повода. Donc ils sont très prompts à la bagarre, avec raison ou sans raison, et le plus souvent sans raison. А если находится повод, то притворяется простодушным. Et si on trouve une vraie raison, donc il commence à feindre l'âme simple. Вот отсюда и все трагедии наши. Et c'est de là que viennent toutes nos tragédies. Ну, наверное, хватит летать на свой народ. Je crois que ça suffit de médire sur son peuple. Мы все здесь притворяемся глубокими мыслителями, а вы притворяетесь, что верите нам. Считаете такими? Nous ici, on feint tous les grands sages, et vous, vous feignez de nous croire et donc de nous prendre vraiment pour des grands sages. На самом деле, какой бы великий, гениальный писатель не был, его влияние ничтожно по сравнению с грамотно построенной пиар-компанией. Et en vrai, l'écrivain peut être hyper intelligent, il peut être génial, mais son influence est minime par rapport à une campagne de relations publiques bien construite. Не отчаяйтесь, дорогие коллеги. Mais ne vous désespérez pas, chers collègues. В обществе нам всегда есть место. On a toujours notre place dans la société. Хотя бы для самих себя. Как хорошо притворяться непонятым великим писателем. Au moins pour nous-mêmes. C'est toujours bien de feindre un grand écrivain qui n'a pas été compris. А если всерьез, то, естественно, мы нужны обществу. En parlant sérieusement, naturellement, la société a besoin de nous. Хотя бы для того, чтобы своими произведениями не весь народ воспитать, а готовить элиту, воспитывать элиту, состоящую из тех же пиарщиков, политтехнологов, журналистов, публицистов, которые в своей работе будут пользоваться более гуманными технологиями. То есть мы должны их подвигать, своим творцам, на гуманные технологии. La société a besoin de nous au moins pour qu'on puisse, avec nos œuvres, élever non pas tout le peuple, mais l'élite, cette même élite qui fait les campagnes de relations publiques, donc, et qui va peut-être utiliser des technologies plus humaines. Donc notre tâche, c'est de les orienter vers plus d'humanité, plus d'humain. Я сейчас по ходу вот этой импровизации сам только додумался до этого. En fait, je viens d'improviser. Ça vient de me passer par la tête. Мне понравилось, а вам? J'ai bien aimé. Bon, alors je suis heureuse de passer la parole à Andrei Kurkov, dont j'ai oublié de dire qu'il était écrivain de langue russe, qu'il a vécu toute sa vie à Kiev, c'est un Ukrainien de langue russe. Et il va donc nous parler de la situation en Ukraine, parce que comme il l'a écrit, ça fait 19 ans que j'observe la vie politique quand je n'y participe pas, mais souvent j'y participe. Добрый день.
Я тоже буду говорить по-русски, уже не нарушая традицию, тем более, что мой русский намного лучше моего французского. Bonjour, je vais parler russe aussi pour ne pas casser la tradition et aussi parce que mon russe est quand même mieux que mon français. Украина уже лет 20 как остается на закуску всегда в мировой политике. Ça fait 20 ans que l'Ukraine reste pour le dessert dans la politique mondiale. Не десерт, а именно закуска. То, что можно понимать после водки. En fait, c'est pas un dessert, ça veut dire zakouski. C'est ce que mange après avoir bu la vodka. На самом деле Украина подарила миру два очень важных феномена. Это анархию и мазохизм. En fait, l'Ukraine a offert au monde deux phénomènes très importants, c'est l'anarchie et le masochisme. Дело в том, что первые коммунистов-анархистов возникли на Украине, и Леопольд Захер фон Мазох, автор мазохизма, понятия, родился во Львове и был там чиновником. En fait, les premières communes des communistes anarchistes ont apparu en Ukraine et Léopold Zakher-Mazov, le fondateur du masochisme, il est né à Lvov où il a été fonctionnaire. Самая интересная диссертация об этих коммунах анархокоммунистов была написана в Париже Эриком Ноблем. Я думаю, можно найти какие-то публикации в интернете. La thèse la plus intéressante sur donc la recherche la plus intéressante sur les communes des communistes anarchistes a été publiée en France par Eric Noble et je crois que vous pouvez, si ça vous intéresse, trouver des choses sur internet. Но это не так важно, как то, что благодаря любви украинцев к анархии демократия на Украине непобедима. Mais ce n'est pas aussi important que le fait que grâce à l'amour des Ukrainiens pour l'anarchie, la démocratie en Ukraine est invincible. Потому что, так сказать, из-за анархии невозможно на Украине создать партию, похожую на Единую Россию, куда вступит все население. Parce qu'à cause de l'anarchie, il est impossible de créer en Ukraine un parti qui rassemblerait à la Russie unie et où toute la population entrerait. А из-за привычки к мазохизму украинцы никогда не договорятся, чтобы партии, которые существуют в парламенте, решили дискутировать о будущем Украине, а не о сегодняшних каких-то искусственных проблемах. Et à cause de cette tendance pour le masochisme, les partis qui existent ne pourront jamais se mettre d'accord pour discuter au Parlement des problèmes de l'avenir de l'Ukraine et pas de quelques problèmes artificiels du moment présent. В стране работают и существуют три группы писателей, пишущие на трех языках. То есть это две основные группы, это на украинском, украиноязычная, русскоязычная. И есть, к сожалению, тайное сообщество крымско-татарских писателей, которых около 80, и о которых никто ничего не знает, потому что их не переводят ни на русский, ни на украинский язык. En Ukraine, il y a trois groupes, on va dire, trois groupes essentiels d'écrivains. Donc les deux grands groupes, ce sont les écrivains qui écrivent en ukrainien et les écrivains qui écrivent en russe. Il y a aussi une société secrète des écrivains tatars de Crimée et ils sont à peu près 80, ils restent complètement inconnus parce qu'on ne les traduit ni en russe ni en ukrainien. Вот поэтому я не могу ничего сказать о социальной активности или политической активности крымско-татарских писателей. Donc je ne peux rien dire sur l'activité politique ou sociale des écrivains tatars de Crimée. Большинство русскоязычных писателей, может быть, за исключением меня и еще двух, в принципе, не слышны как социальные или политические комментаторы, и они работают исключительно в литературе, не выходя за ее рамки, то есть не становясь политическими или публичными фигурами. La majorité des écrivains russophones, à part moi et quelques autres personnes, ne se font pas entendre sur la scène politique. Ils travaillent seulement à l'intérieur de la littérature sans sortir sur la scène politique. Но самая активная группа – это молодые украиноязычные писатели, которых около 30, которые одновременно пишут колонки, комментируют, выступают по радио и являются больше анархистами, чем мазохистами. Mais le groupe le plus actif, ce sont les écrivains ukrainophones, qui sont à peu près 30, qui écrivent également des articles de journaux, des blogs, etc.
Вот. И вот из-за того, что они настолько активны, реакция последнего правительства и вот нынешней партии власти, партии регионов на любые литературные акции или литературные выступления довольно отрицательна. Et donc, à cause de ces écrivains qui sont plus anarchistes que masochistes, la réaction des autorités politiques, des partis du parti de la région, à leur mouvement, etc., est assez négative. Я должен сказать, что в 2004 году, во время и перед Оранжевой революцией, вот эта же группа украиноязычных писателей и несколько примкнувших к ним русскоязычных играла очень большую роль в медиа, и нас постоянно приглашали на телевидение, чтобы мы обращались к украинцам, дабы избежать кровопролития во время протеста 2004 года, которые привели к третьему туру президентских выборов. Et en 2004, lors de la Révolution Orange, ces écrivains, donc les écrivains ukrainophones plus quelques écrivains russophones qui les ont rejoints, ont joui de grande popularité dans les médias et on nous a amenés à la télévision pour qu'on puisse nous adresser aux Ukrainiens afin d'éviter du sang, afin d'éviter le sang pendant cette action de protestation qui a amené au troisième tour des élections présidentielles. Я тоже вспоминаю, как на протяжении 3 недель Оранжевой революции осенью 2004 года мы с коллегами организовали публичные дискуссии в книжном магазине «Научная мысль», «Наукова думка» в центре Киева, куда приглашали погреться и оранжевых, и бело-голубых, то есть пытались их разговорить между собой. Et je me rappelle que pendant 3 mois que durait cette révolution orange, mes amis et moi, nous avons organisé des discussions dans une librairie et on y a amené pour se réchauffer des gens des oranges et des blancs et bleus, c'est-à-dire les partisans de Ющенко et les partisans de Yanukovych. Потом победил Ющенко, но, к сожалению, новая демократическая, так сказать, сила, которая пришла к власти, она не захотела читать книги. Ensuite, Ющенко a gagné, mais malheureusement, la nouvelle force politique démocratique qui est venue au pouvoir n'a pas voulu lire les livres. Сейчас новая власть намного более, я бы не сказал, то есть она сначала казалась страшной, а теперь она кажется просто серой. Et les nouvelles autorités d'aujourd'hui, au début, ils paraissaient effrayantes, et aujourd'hui, ils semblent tout simplement grises. Вот. И эти люди читают еще меньше обращают внимание на культуру, так сказать, и вообще как бы на представителей украинской литературы. Et ces gens lisent encore moins, ils prêtent encore moins attention à la culture et aux représentants de la littérature ukrainienne. Поэтому сейчас, например, украинских писателей на украинском телевидении стало намного меньше, чем было раньше. C'est pour cela, par exemple, qu'il y a beaucoup moins d'écrivains ukrainiens à la télévision ukrainienne qu'il y en avait avant. И многие писатели, хоть они и активны, как протестующие против нынешней власти, но они находятся в некоторой растерянности, потому что нынешняя оппозиция – это прошлая власть, к которой тоже очень много претензий осталось. Et les écrivains d'aujourd'hui, même s'ils participent dans les mouvements de protestation, se trouvent un peu perdus parce que l'opposition d'aujourd'hui, c'est le pouvoir d'hier. Et ce pouvoir d'hier, on a encore beaucoup de questions à lui poser. Поэтому я тоже родился оптимистом, но в советское время. Я родился советским оптимистом. Moi aussi, je suis né optimiste, mais c'était dans l'époque soviétique. Je suis né un optimiste soviétique. В 90-е годы, когда ситуация уже после распада Советского Союза была очень сложной и происходило много страшных вещей, меня знакомые спрашивали: ты наконец-то уже стал пессимистом? Et pendant les années 90, où les situations étaient très compliquées, il y avait beaucoup de choses terribles qui se passaient, mes amis m'ont demandé: mais est-ce que tu es enfin devenu pessimiste? Я им отвечал: нет, я стал черным оптимистом. Je leur ai répondu: non, je suis devenu un optimiste noir. Я просто придумал себе теорию, чтобы все равно оставаться оптимистом. Черный оптимист – это тот, кто знает, что все будет хорошо, но не уверен, доживет ли он до этого момента. L'optimiste noir, c'est celui qui sait que tout va finir bien, mais se demande s'il pourra vivre jusqu'à ce moment. Сейчас я какой-то серый оптимист. Maintenant, je suis un optimiste gris. То есть страна постоянно находится в переходной какой-то фазе.
Le pays se trouve tout le temps dans une phase de changement. И ситуация очень похожа, когда вы смотрите спектакль «Красная шапочка» в темном зале, не зная, кто красная шапочка, а кто серый волк. Et la situation, c'est comme si vous regardiez le spectacle Le Chaperon Rouge dans une salle où tous les feux seraient éteints et vous vous demanderiez qui est le Chaperon Rouge et qui est le grand méchant loup. Но зато украинские писатели, в основном украиноязычные, вырвались без помощи государства на европейскую сцену. Прошел в ноябре здесь фестиваль в городе Коньяк европейской литературы, где главным гостем была Украина. Сейчас будет в Лейпциге большое украиноязычное действие литературное. То есть, в принципе, мы пришли к парадоксальной ситуации, когда тиражи украинских писателей в Польше в 3 раза выше, чем в стране, где они живут. Alors, mais heureusement, ces écrivains ukrainophones, ils ont pu, sans soutien du pouvoir, sortir sur la scène européenne. Par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a eu donc le festival de littérature européenne à Cognac, où l'Ukraine a été invitée d'honneur. Et il y aura aussi une grande manifestation à Leipzig, où l'Ukraine participera aussi. Et on arrive à une situation très étrange quand donc, les tirages des écrivains en Pologne dépassent de 3 fois les tirages des écrivains ukrainophones en Ukraine. Ну и поэтому я закончу такой мыслью, что, судя по всему происходящему, украинская современная литература переживет украинское правительство и нынешнего президента, и нынешнюю партию власти. Et donc je voudrais conclure en disant que la littérature ukrainienne, selon ce qu'on voit, survivra les autorités de l'Ukraine, survivra le président de l'Ukraine et le parti du pouvoir. Я позволю себе реплику. То, о чем так весело рассказал Андрей, мне кажется, достаточно грустно. Je me permettrai une réplique. Ce dont André a parlé avec tant de gaieté me semble assez triste. Украина сейчас очень интересный пример для России, потому что, ну скажем, к украинским выборам политическим нет таких претензий, как к российским выборам. Все, вроде бы, в том числе европейские наблюдатели, сказали, что все там было сравнительно честно и нормально. L'Ukraine est aujourd'hui un exemple intéressant pour la Russie. Par exemple, les élections présidentielles en Ukraine n'attirent pas autant d'attention que les élections présidentielles en Russie, et tout le monde, y compris les observateurs européens, semblait dire que tout était honnête, tout était normal pendant les élections. И что же мы видим в результате этой нормальной демократической процедуры? В результате этой нормальной демократической процедуры одна группа жуликов-мафиози меняет другую группу жуликов-мафиози у власти. То есть из чего можно понять, и это очень важный вывод, что сама по себе демократическая процедура без некоторой политической культуры, социальной культуры, того самого чувства собственного достоинства и морали, о котором говорила Ольга Седокова, в общем-то ничего особенного не дает. И поэтому, в общем-то, у писателя есть что делать и в России, и в Украине. Et qu'est-ce qu'on voit donc au résultat de cette procédure démocratique? On voit qu'un groupe de mafieux remplace un autre groupe de mafieux. Et c'est-à-dire que cette procédure démocratique à elle-même, sans certaines cultures politiques, sans certaines cultures sociales, sans la dignité dont a parlé Olga Sedakova, finalement elle ne donne rien. Donc l'écrivain a encore des choses à faire en Ukraine comme en Russie. Partait bien, on a encore beaucoup de choses à se dire. Moi j'avais encore plein de questions à poser à chacun, je pense que vous en aviez aussi. Mais on me signale qu'il faut absolument que la salle soit libérée pour 7 heures et qu'il faut arrêter. Désolé. On peut continuer dans ce qu'on appelle le mémoire des auteurs. Et je voulais simplement remercier vraiment très chaleureusement tous nos intervenants qui ont été vraiment